Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bien le bonsoir. Nous venons d'inaugurer ce nouvel espace de psychanalyse, enfin pour nous rapprocher de ces concepts psychanalytiques qui sont très intéressants. Donc, il est 9 heures pile. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons voir le concept d'inconscient et la méthode d'interprétation psychanalytique. D'accord? C'est-à-dire deux choses, on va dire, très importantes. Alors attendez, on va regarder ici. Donc on va dire... Attendez, hop. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Alors peut-être qu'à partir d'ici, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais regarder à partir d'ici. Bonsoir Louise. Ok. Donc, nous allons voir aujourd'hui, je répète, le concept d'inconscient et la méthode d'interprétation psychanalytique dans le champ de la psychanalyse. Donc, nous allons voir. Donc, premièrement, et ça nous l'avions déjà vu, donc c'est que le véritable apport de Freud à l'histoire de la pensée, bonsoir Lola, à l'histoire de la pensée, c'est justement le concept d'inconscient. D'accord? C'est ce qui va être la véritable nouveauté que va nous présenter Patricia. Bonjour, Nadège, bonsoir. Donc, le concept d'inconscient. Mais qu'est-ce que c'est que ça, que le concept d'inconscient? Donc, le concept d'inconscient, c'est l'objet de connaissance que la psychanalyse étudie, de la théorie de la psychanalyse. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui n'existe pas a priori. C'est quelque chose que nous allons devoir produire. C'est un objet à produire. Bonsoir Ali. C'est quelque chose que nous allons devoir produire. Et c'est ça la difficulté ici, que nous allons devoir avoir accès à cette difficulté de pouvoir penser que l'inconscient en psychanalyse, c'est une production. C'est-à-dire qu'il y a donc une méthode d'interprétation, et cette méthode d'interprétation, elle vient à cause, on va dire, elle vient à cause de cet objet de l'inconscient. Parce que comment nous savons que cet objet d'inconscient existe? Nous savons que cet objet d'inconscient existe parce que Freud nous en a parlé, donc quand il nous a présenté l'interprétation des rêves, c'est grâce à ce texte où il a généralisé ce que lui, il avait déjà découvert. C'est-à-dire qu'il a généralisé en disant c'est pour tout le monde pareil, nous rêvons tous, et donc nous avons tous cet appareil qui fabrique des rêves, nous l'avons tous. Et cet appareil qui fabrique des rêves, c'est le même appareil qui va fabriquer des symptômes, des maux d'esprit, des lapsus, des oublis. Bonsoir Plière, bonsoir Moussa, bonsoir Marie. D'accord? C'est-à-dire que c'est ce même appareil. Donc, on va voir que cette méthode d'interprétation, c'est celle qui va nous permettre de donner un sens, d'interpréter, de donner un sens, en fait, donc à ces symptômes, oubli, lapsus, maux d'esprit, actes manqués et rêves, bien évidemment. Donc Freud y choisit l'interprétation des rêves pour montrer que c'est ainsi, pour montrer comment l'appareil fonctionne. D'accord? C'est-à-dire qu'il va prendre ce modèle-là. Donc, et il va nous parler de cette méthode d'interprétation dès le premier chapitre de l'interprétation des rêves. Enfin, on dit que c'est le deuxième chapitre, puisque le premier chapitre, d'accord, le premier chapitre, c'est le chapitre où Freud va nous présenter toutes les lectures qu'il a faites, toutes les pensées qui existaient avant l'interprétation des rêves freudiennes, tous les textes qui existaient dans la littérature et toutes les pensées qu'on avait eues jusqu'à 1900 sur les rêves, pour montrer que lui, il produisait et il présentait quelque chose de nouveau, et que son interprétation des rêves était quelque chose de nouveau.
Donc, dès ce premier chapitre qui s'appelle la méthode d'interprétation, il va nous expliquer, il va nous dire comment ça fonctionne, sa méthode d'interprétation des rêves. Non. Après, en 1937, il va écrire un autre texte qui s'appelle Construction en psychanalyse, où là, il va ajouter à cette méthode, il va l'appeler méthode d'interprétation et construction. Interprétation et construction. Après, on va voir pourquoi il fait référence à la construction. Donc, et pour avoir donc accès, on va utiliser une technique. Et la technique qu'on va utiliser donc en psychanalyse, c'est la technique de l'association libre. Bonsoir Doriane. Et l'association libre en transfert. D'accord? Et que la méthode d'interprétation, c'est la même pour les rêves, pour les lapsus, pour les oublis, pour les actes manqués et pour les symptômes. Cette même interprétation, parce qu'en fait, il va nous montrer comment fonctionne notre machine psychique, notre appareil psychique, comment il fonctionne et comment il a cette capacité donc de fabriquer ce genre de phénomènes dans la conscience. Hein, des phénomènes en général qu'on a des difficultés à accepter parce qu'on ne les contrôle pas, parce qu'on ne domine pas, parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font là, à ce moment-là. Et Freud, eh ben, il va venir nous dire que tout ça, si il y a interprétation, parce que la méthode d'interprétation, c'est celle qui vient donner un sens. Donc il faut pouvoir interpréter pour connaître le sens, ou plutôt pour connaître le désir. Parce qu'en fait, c'est un désir qui va s'exprimer dans toutes ces manifestations, dans tous ces phénomènes de l'inconscient. Donc, c'est-à-dire que nous avons à la base un objet de connaissance, un objet d'étude, un objet que nous allons produire qui est le concept d'inconscient. Alors vous voyez comme on l'appelle concept, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un concept, c'est quelque chose d'abstrait. Ensuite, nous avons une méthode. La méthode, c'est une méthode d'interprétation-construction. Et la technique que nous allons utiliser pour fabriquer donc cette interprétation, c'est l'association libre en transfert. C'est-à-dire que ce n'est pas une association libre qui va se faire de n'importe quelle manière, sinon que c'est une association libre, bonsoir Eric, qui va se faire en transfert. Alors, l'association libre, c'est ce que le patient va raconter, ce qu'on appelle le discours du patient. C'est-à-dire que le discours du patient, quand il arrive à retirer toute sa manière de juger ses propres idées, sinon de se laisser parler, et à partir de là, nous avons l'association libre, c'est-à-dire que je ne juge pas, je ne critique pas mes idées, je ne pense pas que ça c'est bien, que c'est mal, que je ne peux pas parler de tel ou de tel, qu'il faut que j'ai, non, bonsoir Emmanuel, que j'ai ma morale, on va dire, qui va me permettre ou ne pas me permettre de parler de certaines choses. D'accord? Dans le sens où il n'y a pas vraiment un contenu, c'est la manière dont nous allons nous exprimer pour associer, pour passer. Parce que ce n'est pas la chose en elle-même qui est importante de ce qu'on va dire dans une séance de psychanalyse, sinon c'est comment on va associer, comment on va passer d'un sujet à un autre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va appeler l'association libre. Et cette association libre, elle est faite dans une situation analytique, c'est-à-dire avec une écoute particulière, avec l'écoute du psychanalyste qui est là, une écoute qui est justement préparée à écouter ces phénomènes de l'inconscient. D'accord? Il va pas, on dit que le psychanalyste, il ne s'agit pas d'accompagner le patient en disant oui, vous avez des problèmes avec maman, oui, je comprends, votre maman, regardez. Non, sinon qu'on va écouter, on ne va pas l'accompagner dans sa promenade avec les récits de ce qui lui arrive ou de ce qu'il va exprimer. Bonsoir Walter. Sinon qu'on va écouter les phénomènes de l'inconscient qui vont apparaître dans son récit. Donc, par exemple, non, Freud, quand il va faire référence à... quand on parle de méthode, en psychanalyse, quand on parle de méthode, on fait référence à la manière de s'approprier de la réalité. Cette réalité qui est déterminée par l'inconscient.
C'est-à-dire que, vous vous rappelez qu'on avait vu de cette réalité, quand on parle de cette réalité, on parle de cette réalité psychique. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, on va produire cette réalité psychique. D'accord? On va lui donner on va la fabriquer, cette réalité psychique. On va voir un petit peu. Et comment on va la fabriquer? On va la fabriquer à base d'interprétation. Parce que cette réalité psychique, elle est déterminée par, bonsoir Fatima, elle est déterminée par mon désir inconscient. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se présenter à une réalité, bonsoir Fernande, il ne s'agit pas d'aller dans une réalité donnée et de lire avec la méthode ce qui s'y passe, sinon on va devoir, parce que ça ce serait appliquer la psychanalyse, sinon que nous allons produire une nouvelle réalité, la réalité psychique. Et en produisant une nouvelle réalité psychique, le sujet, après, aura la possibilité, lui, de produire une nouvelle réalité, on va dire, dans sa vie. Dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on disait l'autre jour on disait que la psychanalyse, c'est la méthode la plus efficace, non, pour, je ne me rappelle plus comment c'était, et où on faisait référence que la méthode la plus efficace dans le sens où c'est la seule qui a accès, grâce à l'interprétation, on va dire, à cette production du psychisme. Bonsoir Mylène, je continue. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, on ne parle pas de réparation, sinon qu'on parle de la production d'un sujet. On parle de la production de quelque chose de nouveau qui n'était pas là avant. D'accord? Et c'est-à-dire que c'est pour ça que quand on parle d'un nouveau sujet qui n'a plus besoin d'être malade pour parler. D'accord? Parce que très souvent, les symptômes, non, ce sont des choses qui vont nous amener, on va dire, non, parce qu'on va utiliser le symptôme pour arriver, non, sur le divan d'un psychanalyste. Donc, quand on apprend à parler, on n'a plus besoin des symptômes, sinon que directement on continue à parler sans avoir besoin de symptômes. Parce que, comme nous avions vu aussi, la psychanalyse est un instrument thérapeutique, donc c'est un instrument qui va nous permettre d'éliminer certains obstacles, certaines choses qui nous empêchent de développer notre vie personnelle et sociale, mais en plus c'est quelque chose qui va produire notre propre désir inconscient. Et c'est là tout la chose fantastique que Freud a donc lui produit aussi, parce que dans l'interprétation des rêves en 1900, ce qu'il produit, c'est le concept d'inconscient. D'accord? Irina, bonsoir, bonsoir d'Albanie, bonsoir Irina. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que Freud, c'est pas ce qu'il était spécialement, on va dire, intéressé par les rêves, sinon que Freud s'est intéressé aux rêves pour généraliser la découverte qu'il avait déjà faite avec ses patients. D'accord? Donc, lui, il ne s'intéresse pas spécialement, Camar, bonsoir, il ne s'intéresse pas spécialement aux rêves, ce qui l'intéresse, c'est la machine qui fabrique les rêves. D'accord? C'est notre appareil psychique. Quels sont les processus que notre appareil va utiliser, quels sont les mécanismes qui vont être utilisés et quelles sont les lois qui régissent ce fonctionnement pour fabriquer un rêve. Parce que vous avez tous été surpris. Quand on voit le rêve qu'on fait le matin, regarde ce que j'ai rêvé, non, il y a toujours, bonsoir René, il y a toujours une surprise. Ça veut dire c'est toujours une déformation ou, en général, non, elle est impossible de le comprendre. Bon, après, on peut essayer avec notre raison, mais on ne va pas très loin. Donc, ensuite, il y a une chose très importante aussi, c'est que quand on parle d'interprétation onirique, on n'interprète pas le rêve. On interprète le sujet. On interprète le rêveur. C'est le rêveur qu'on va interpréter. C'est-à-dire qu'on interprète le désir du sujet qui a été le moteur du rêve. De la même façon, on va dire qu'on va faire la même interprétation donc avec toutes les formations de l'inconscient. Donc on avait vu le mot d'esprit, le lapsus,
l'acte manqué, les symptômes, non, tout ça qui sont, on va dire, la voie royale d'accès à l'inconscient. Donc, dès le premier chapitre de l'interprétation des rêves, Freud il va nous dire, bonsoir Sylvie, bonne soit. Donc, dès le premier chapitre dans l'interprétation des rêves, Freud il va nous dire que les rêves ont un sens. Bien. Et après, il va rajouter, les rêves ont un sens après l'interprétation psychanalytique. Et le sens qu'ils ont, c'est quoi? La réalisation d'un désir. Donc c'est ce qu'il va nous présenter dans sa première thèse de l'interprétation, de la méthode d'interprétation dans le livre L'interprétation des rêves. D'accord? C'est-à-dire que, et à la fin, la thèse, elle va être, les rêves après l'interprétation se révèlent comme une réalisation de désir, d'un désir sexuel, infantile et réprimé. Intéressant, hein? On a envie d'en savoir plus, hein? Non, non, c'est bien, j'avais bien compris, Sylvie, j'avais bien compris. Donc, on peut avoir des lapsus, hein, c'est pas la peine des petits. Donc, on va dire, donc ça c'est la dernière thèse qu'il nous présente. D'accord? C'est-à-dire que dans la réalisation, donc bon, on va continuer. Donc, avant le travail d'interprétation, il n'y a rien. Il y a un rêve. Vous vous rappelez qu'on avait vu que dans le sujet rêve pour continuer à dormir. Parce que comme le sujet, cette machine, cet appareil psychique, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il ne dort pas, il n'y a pas besoin de repos. Donc comme il travaille tout le temps, pendant la nuit, il produit des rêves. D'accord? C'est-à-dire qu'il va produire des rêves et nous, on va voir, non, en général un éclair, ou ça dépend non, de chaque cas, on va voir les restes de ce rêve le matin. Mais on ne sait pas du tout quel processus il y a eu lieu pour qu'il y ait le résultat qui apparaisse, non, si énigmatique dans la plupart des cas. Et donc on dit que sans le travail d'interprétation, il n'y a rien, il y a simplement la décharge, non, parce que notre appareil psychique, en fait, il désire, et désirer, c'est décharger l'énergie. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation d'énergie dans notre appareil psychique, il y a le besoin de décharger cette énergie, et en le déchargeant, en fabriquant un rêve, il le décharge. Et en plus, il réalise le désir du préconscient, que le préconscient, ce qu'il veut, c'est maintenir le sujet endormi. Il faut qu'il continue à dormir. Donc une manière de le maintenir endormi, c'est de lui faire réaliser des rêves. D'accord? Donc, d'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a la production de l'interprétation psychanalytique. D'accord? C'est-à-dire que cette interprétation, elle n'a lieu que dans un contexte analytique. D'accord? Et que sans interprétation, il n'y a rien, il y a un rêve, il y a une petite histoire que je vais raconter à droite à gauche, ou que je vais raconter à personne, ou que je ne vais même pas me souvenir, parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas. Mes rêves ne m'intéressent pas, parce que je ne les comprends pas. Donc directement, c'est quelque chose que auquel je ne fais pas attention. Donc si la méthode, c'est une méthode d'interprétation-construction, qui va nous dire en 1937, et, comme Lacan l'avait souligné, que le désir inconscient, c'est l'interprétation, c'est-à-dire que l'interprétation, ce qu'elle interprète, c'est le désir inconscient. Donc elle interprète le désir inconscient et elle le produit. Donc quand on parle d'une méthode où il s'agit d'une interprétation-construction, en fait, ce dont il s'agit, c'est de la construction d'une histoire de désir du sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire des faits qu'il raconte, non, les faits dont il parle, les faits qu'il croit qui ont construit sa vie, sinon que c'est l'histoire de sa manière de désirer. D'accord? C'est-à-dire que nous avons différentes possibilités, non, pour désirer, et dans le processus de chaque sujet, non, on va dire, on va construire cette manière de désirer et cette construction, on va dire, dans le désir, du désir inconscient. Donc, si Freud, donc il a, grâce à son travail théorique,
il a mis à notre disposition, à nous tous, donc ce qu'il a écrit, il l'a publié, c'est-à-dire qu'il l'a rendu public, le concept d'inconscient, donc il existe. Il existe dans l'interprétation des rêves, puisqu'il a été inauguré là. Hein. Et qu'il va donc, ce concept d'inconscient qui va être articulé avec d'autres concepts psychanalytiques qui sont par exemple la pulsion, le transfert, la répétition, non par exemple. Mais que tout ça, ça va être produit pour chacun en analyse. C'est-à-dire que le concept d'inconscient, il a été produit dans l'interprétation des rêves, mais après, c'est à chaque sujet d'aller fabriquer son propre inconscient. C'est-à-dire que le travail que propose la psychanalyse, c'est de conquérir notre héritage. Puisque Freud, il nous a laissé ça en héritage, donc maintenant, non, nous pouvons faire nous-mêmes le travail de conquérir cet héritage et donc de fabriquer un inconscient, on va dire, produire des désirs inconscients. Les rêves, que pensez-vous du rêve apocalyptique? De quoi? De la pandémie, vous dites ou quoi? C'est quoi un rêve apocalyptique? La fin du monde? Non, c'est une relation que tout le monde meurt, comme ça je ne serai pas le seul à mourir. Hein. Bon, donc on a vu que ce travail n'est possible, que ce travail pratique, technique n'est possible qu'avec l'association libre et en transfert, grâce à la méthode d'interprétation. Construction. Donc, on va voir un petit peu parce que comment ça fonctionne. Parce qu'évidemment, nous n'avons pas la possibilité de nous mettre dans la tête du sujet pour savoir d'où il est parti son rêve. Donc, ce qu'on va faire en psychanalyse, on va faire une construction issue, une construction théorique. D'accord? La psychanalyse, c'est une théorie. Donc, et cette construction théorique donc, que va nous présenter Freud dans l'interprétation des rêves, c'est pour nous montrer que lui, il a donc théoriquement dit que il y a ce qu'on appelle le travail réel du rêve. Donc le travail réel du rêve part du désir inconscient. À partir du désir inconscient, il va se retrouver face à une censure qui va lui dire « tu ne peux pas passer parce que la conscience ne va pas accepter les idées que tu as ». Donc, tu vas devoir les transformer. Pourquoi? Parce que la conscience, tout ce qui va lui produire un déplaisir dans, on va dire, l'appareil psychique, pas un déplaisir dans la réalité, parce que des déplaisirs dans la réalité, on en a plein, mais sinon un déplaisir dans notre appareil psychique, on va l'éliminer, non? Alors, Walter nous demande, vous dites que les rêves sont la manifestation d'un désir. Non, non, j'ai pas dit ça. Sont la réalisation d'un désir. Et qu'en est-il des cauchemars ou des personnes victimes de stress post-traumatique? Donc Freud, il en parle aussi, non? Donc ça, c'est un autre sujet, Walter. Mais on peut dire, non, on dit que les cauchemars, premièrement, Freud, il va dire que les cauchemars, il faut voir de quel cauchemar il s'agit. Quand il ne parle pas de cauchemar, sinon qu'il parle de rêves d'angoisse. Il dit que le rêve d'angoisse, en fait, ils sont fabriqués par, on va dire, par les personnes qui souffrent d'angoisse. Déjà, d'accord? C'est-à-dire que on fabrique les rêves selon notre position psychique. Donc, une personne angoissée, va plus avoir tendance à fabriquer des rêves d'angoisse. Après, il faudrait voir qu'est-ce que ça veut dire des rêves d'angoisse. Hein? Et après, il y a ce qui va nous montrer Freud, c'est que nous avons deux réalités. La réalité, donc, de notre conscience et la réalité de notre appareil psychique, qui sont deux réalités. Donc je peux avoir un cauchemar dans ma réalité consciente, mais une satisfaction dans mon inconscient. Attention. Et en plus, non seulement ça, sinon c'est pour ça qu'il faut voir dans chaque cas, parce qu'une autre chose, ce que va nous montrer Freud, c'est que parfois le cauchemar peut présenter une certaine satisfaction dans l'appareil psychique pour un sentiment inconscient de culpabilité. D'accord? C'est-à-dire que nous avons toute cette complexité dans notre appareil où il faut voir, non, quel est le désir
qui a produit ce rêve. C'est pour ça que l'interprétation, c'est celle qui va nous permettre de découvrir, de produire le désir. Non, quand on parle c'est une histoire de désir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir au début d'une analyse des désirs donc, qui sont plus en association en fait avec donc la problématique du sujet, où il peut présenter, on va dire, des cauchemars, des rêves d'angoisse, etc., qui sont en relation donc avec sa manière de désirer. Non ? Pourquoi des sujets, bonsoir Magali, dit pourquoi des sujets ne se rappellent jamais de leurs rêves. Donc ça dépend pareil Magali, ça dépend de chaque personne. Non, il y a des gens qui disent que on ne se rappelle pas de ses rêves parce qu'on n'a personne à qui les raconter. Et il faut savoir que quand on se réveille, non, on se rend compte qu'on a rêvé beaucoup. Par exemple, il y a des gens qui se rendent compte qui ne peuvent plus dire rien parce que tout a disparu. Mais on sait qu'il y a eu toute une histoire pendant la nuit. Non ? Et en fait, on dit c'est parce qu'il y a la censure. Parce que pendant la nuit, la censure, elle s'endort. Elle s'endort. Elle est en veille. Donc elle laisse passer plus de choses. Par contre, quand on se réveille, poum, la censure, elle se réveille aussi. Donc, à chaque fois, non, on va dire que du coup, on peut ne rien. Parce que si on ne se rappelle pas de nos rêves, c'est qu'on ne tolère pas du tout ce déplaisir. D'accord ? Ce déplaisir, on ne le tolère pas. Donc, on ne tolère pas le déplaisir d'avoir rêvé quelque chose d'incompréhensible, par exemple. D'accord ? Mais, je vous dis, à chaque fois, c'est quelque chose de particulier. Il n'y a pas de... non, Freud va nous parler à un autre moment dans l'interprétation des rêves typiques. Donc effectivement, s'il y a des rêves que pour notre position, on va dire, notre position psychique, qui appartiennent à tous. Mais qu'en général, chaque rêve est tout à fait particulier. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre le réel et la réalité ? Doit-on faire la proposition au sujet de nous raconter ses rêves ? Et Stéphanie nous pose la question. Et pardon, Kevin, mais le réel et la réalité, on va parler d'une réalité psychique et d'une réalité consciente. D'accord ? Le réel, c'est une autre type de production. D'accord ? Pour l'instant, on s'en tient à la réalité psychique. C'est donc que cette réalité psychique, c'est cette réalité psychique. Bon, on va continuer parce qu'après, il y a d'autres informations. Et donc, Stéphanie nous demande si on doit faire, c'est pas obligatoire. Disons que ça peut, si le patient n'a rien à dire, je sais pas quoi dire aujourd'hui, ouais, un petit rêve. Mais en général, le sujet qui rêve, il a envie d'en parler. Non, ça dépend. Mais en général, Freud, il s'est occupé des rêves parce que les patients venaient leur raconter ses rêves. C'est pas que lui, il a été les chercher. Sinon, que c'était les patients. Il y a certains patients qui viennent, non ? Pierre dit, je vous félicite Clémence pour votre travail, cela me rend chaud au cœur. Que pensez-vous d'un rêve prémonitoire ? Freud dit que les rêves prémonitoires n'existent pas. D'accord ? Donc, en tout cas, que la psychanalyse ne s'occupe pas de ça. Parce que nous allons voir, quand on parle de la psychanalyse, c'est un champ qui est bien défini. Si on parle de la psychanalyse comme une science, ça n'est pas n'importe quoi. C'est limité. La particularité d'une science, c'est qu'elle va s'occuper que d'un point précis. Et de quoi s'occupe la science psychanalytique ? De ce désir sexuel infantile réprimé. C'est ce qui va être produit dans le rêve. Donc, on disait, dans la production du rêve, le rêve part du désir inconscient. D'accord ? Cette construction théorique qu'a fait Freud. Donc, nous avons ce désir inconscient qui va vouloir s'exprimer. Parce qu'on va voir que l'inconscient, à chaque fois, il veut s'exprimer, il veut s'exprimer, il veut s'exprimer. Mais, à la porte, on va lui dire, non, à la porte du préconscient, on va lui dire, non, je ne peux pas laisser passer ça parce que la conscience ne va pas tolérer. Il faut obligatoirement déformer. Donc, il va se déformer et il va, ce qu'on va voir après, ce qu'il va faire, donc il va utiliser des phrases du préconscient pour après fabriquer, après à partir du préconscient et du conscient, il y a une autre censure, donc face à l'autre censure, il va encore se déformer, donc ce qui arrive dans la conscience, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était au départ, d'accord ? Et que ces mécanismes de déformation, ce sont des mécanismes qu'on appelle la condensation et le déplacement.
Donc, et ça, c'est ce que nous allons faire avec la méthode d'interprétation. Avec la méthode d'interprétation, nous allons reconstruire par rapport aux rêves racontés, d'accord? Par rapport aux rêves racontés, la méthode d'interprétation, elle va reconstruire ce désir inconscient, d'où est parti, non, ce désir inconscient, en fait, qui est comme, ce qui est une énergie qui veut s'exprimer, non, c'est une énergie qui veut s'exprimer. Donc, ce qui va nous dire Freud, c'est que cet appareil psychique dont on parle n'a pas de localisation, il n'est pas localisé. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a une information qui est dans l'inconscient qui va passer après dans la conscience. Ce n'est pas une information qui passe d'un côté à l'autre, non? Sinon on va voir que c'est que les informations. Annie nous demande comment interprétez-vous le fait de voler dans les airs. Voler dans les airs, elle précise voler dans les airs pour pas dire. Donc vous voyez déjà ça, c'est une matière à interprétation, non? Les parenthèses, je veux dire, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Les petites parenthèses, c'est dans les airs, dans les airs de musique. Bon, donc Freud va nous dire que ça, ce sont des rêves typiques. Et Freud va nous en parler justement comme des réminiscences, en fait, des réminiscences, parce que vous vous rappelez qu'on avait vu que l'être humain, et ça c'est très important, ne va jamais renoncer à quelque chose qui l'a fait jouir. Et les enfants, quand on était petits, qu'on nous prenait, qu'on nous faisait, non, qu'on nous balançait, qu'on nous faisait nous lancer en air et tout ça, ça c'était les premières grandes sensations, les premières grandes plaisirs ou jouissances, non, de l'enfant quand on va pouvoir, quand on le lance, non, quand on le lance à l'air. Et donc voler dans les airs, c'est une sorte, non, parce que Freud va nous dire dans les rêves, il n'y a rien de nouveau, on ne crée rien de nouveau, sinon qu'on va utiliser le matériel du passé, et du passé des fois très très lointain, du sujet ou même de l'histoire de l'humanité, qu'on va utiliser pour fabriquer le sujet qui est en référence avec nous-mêmes. Alors, est-ce systématiquement la réalisation d'un désir, ou parfois seulement l'expression de l'inconscient? Doit-on toujours y voir la réalisation d'un désir, nous demande Lola. Oui, Lola. Donc il y a un texte, il y a deux chapitres de Freud dans l'interprétation des rêves, où il va, le deuxième chapitre, où il va dire le rêve est une réalisation de désir, où justement Freud se pose la même question que vous. Il dit, est-ce qu'on peut considérer que tous les rêves sont une réalisation de désir? Il n'y a pas des rêves où il y a des hypothèses, ou des rêves où j'ai des problèmes donc j'essaye de les résoudre, ou des rêves où je vais faire autre chose que réaliser un désir. Et en fait, il nous montre, donc il va nous montrer dans le deuxième chapitre, et après il va nous remontrer dans le chapitre de la psychologie je ne me rappelle plus, le 7e chapitre, où il y a aussi un chapitre qui s'appelle la réalisation des rêves, où il va nous montrer que non, il n'y a pas moyen, ce qu'il y a au fond, c'est la réalisation d'un désir. Donc Pierre nous dit, selon Freud, combien de types de rêves existent-ils? Qu'est-ce que ça veut dire un type de rêve? Non, c'est tout. Après, c'est nous qui mettons des... Non, parce que lui, il va dire que tous les rêves sont une réalisation de désir, donc il n'y a qu'un seul type. Après, dans la conscience, on va dessiner d'une façon différente. Non, on va dire donc il y a les rêves d'angoisse, mais c'est aussi une réalisation de désir. Donc après, il y a les rêves, mais il y a les rêves d'angoisse qu'on va dire aussi, ce sont les rêves qui sont interrompus. Non, Freud va dire que quand c'est un rêve d'angoisse, c'est parce que hop, on se réveille. Même si on n'a pas de sensation désagréable, ça peut être considéré comme un rêve d'angoisse. D'accord? Donc il n'y a qu'un seul type de rêve. Et donc je vais continuer. Donc on disait que le travail d'interprétation, ça va être le travail qui va reconstruire cette construction qui a été faite à partir du désir inconscient. Donc c'est pour ça qu'on va dire, c'est-à-dire que c'est à partir du contenu qu'on appelle le contenu manifeste, c'est-à-dire le récit du sujet, son histoire qui va nous raconter, le discours du patient, et que par l'association libre en transfert, d'accord, va rentrer en jeu donc ce qu'on appelle les idées latentes, l'association libre, et qu'avec l'interprétation va se produire le désir inconscient. Donc ces désirs inconscients qui vont produire l'histoire du sujet.
C'est pour ça qu'en psychanalyse, on dit que les faits n'existent qu'après avoir été interprétés pour la réalité psychique. D'accord? Cette réalité psychique de cet appareil psychique, il faut le produire en analyse pour qu'ils existent. Sinon, ce sont autre chose, on va dire, non? C'est-à-dire qu'on va pouvoir penser, ce que Freud va nous présenter, que c'est quelque chose qui va toujours exister par après coup. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le patient parle pour que je puisse l'interpréter. Je ne peux pas l'interpréter sur des choses qu'il n'a pas dit. Je ne peux pas l'interpréter par des suppositions, parce qu'il va me dire ce qu'il va faire demain, et l'interpréter sur ce qu'il me raconte qu'il va faire demain. J'interprète, d'accord, le discours toujours du sujet. Si vous aviez rencontré Freud, quelle question vous lui poseriez? Voilà. Si j'avais la possibilité de rencontrer Freud, je le remercierais. Je ne sais pas ce que je lui dirais. La vérité, c'est, mis à part merci, mais je crois que une manière de remercier Freud, c'est faire d'une certaine façon ce que je suis en train de faire comme maintenant. D'accord? C'est-à-dire de montrer que je lis Freud, que je continue à travailler ces textes, que j'essaye, on va dire, de m'imprégner, de me laisser imprégner par tout ce qu'il nous a, de faire le travail, d'hériter son travail, parce qu'il a fait un travail impressionnant, Freud, impressionnant. Donc, essayer de me rapprocher de ce travail qu'il a fait et de continuer à apprendre avec tout ce qu'il nous a laissé, tous ces livres, tous ces textes qu'il nous a laissés, c'est une façon de remercier Freud, je pense, non? De pouvoir hériter ce qu'il nous a laissé. Sinon, on sait comme mettre de côté une pensée, non, qui était produite donc au XXe siècle, et de dire non, moi ça ne m'intéresse pas, c'est comme si, non. Nous sommes des êtres sociaux, on va dire que nous vivons dans une société et que donc nous avons cette responsabilité-là, c'est-à-dire d'apprendre à savoir dans quel monde nous vivons. Et une manière d'apprendre à savoir dans quel monde nous vivons, c'est d'apprendre à connaître cet être humain que nous sommes. Et la meilleure manière, c'est de commencer par nous. Parce que nous sommes le cobaye après pour voir que chez tout le monde, même si nous sommes tous différents, nous sommes tous semblables. Pour tous les rêves, c'est la réalisation d'un désir sexuel infantile réprimé. Alors vous voyez, on est tous pareils et tous différents. C'est pour ça que s'allonger sur le divan, comme on dit, enfin maintenant il n'y a plus de divan puisqu'on fait tout par en ligne, mais parler avec un psychanalyste, je veux dire, c'est s'ouvrir à notre humanité, à notre humanité. Lola dit, merci à vous de rendre la psychanalyse accessible. Oui, moi, on me l'a donné aussi bien accessible, d'accord? Donc moi, je lis Freud et je lis aussi les textes de Miguel Oscar Menaza, qui est le directeur de l'école dans laquelle j'étudie, qui est l'école de psychanalyse et poésie Grupo Zero. Et lui, il a fait un grand travail où il a bien lu, bien mâché, bien travaillé dans tous ces textes pour les rendre beaucoup plus accessibles, justement pour que tout le monde, puisque la psychanalyse, ça nous concerne tous. Donc, c'est nécessaire d'avoir accès à cette complexité, mais d'une façon moins obscure, moins hermétique que, par exemple, Lacan, non, quand il nous l'a présenté. Je veux dire que Freud est beaucoup plus facile à comprendre que Lacan, bien qu'il a toute cette complexité. Non? Et lire Menaza, qui pour l'instant n'existe qu'en espagnol, mais lire Menaza, c'est fantastique parce qu'il donne accès à quelque chose de complexe et à chaque fois on sent qu'il parle de nous. Non? Donc il parle de nous, il parle de notre humanité. Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'en psychanalyse, on va faire référence à l'après-coup. C'est-à-dire que c'est seulement quand j'ai le discours du patient qu'à partir de là, je peux interpréter. Et pas d'interprétation ailleurs que dans ce pacte, dans cet accord entre ce professionnel et ce patient. On ne peut pas interpréter les gens dans la rue, de n'importe quel nom. Ça, c'est une agression. On ne peut pas interpréter les gens. D'accord? Simplement, on peut les écouter, mais les interpréter, on va les interpréter que dans... Non, c'est comme...
Un dentiste qui va arracher les dents à quelqu'un parce qu'il trouve que celle-là, il faut l'arracher. Hein. Je veux dire, donc, mais on parle d'après coup, donc pour montrer que ça va être une construction qui va se faire après les faits. C'est pour ça que la prémonition, ça n'existe pas. D'accord? C'est seulement après. Après, je peux interpréter pourquoi, monsieur, vous avez les idées que vous pensez que les rêves peuvent être prémonitoires. Ça, je peux l'interpréter. D'accord? Par exemple. Ok? Pourquoi vous? Non? Il y a des gens qui sont persuadés, qui sont trop proches de leurs sensations et qui sont persuadés. Il y a des gens qui, avec ce qu'ils sentent, ils sont persuadés que ce qu'ils sentent, c'est vrai. Donc, ce que vient démonter la psychanalyse, c'est que non, ce n'est pas vrai. Donc, et c'est pour ça qu'on va dire que, par exemple, on ne peut pas dire que dans la graine, il y a l'arbre. C'est quand il y a l'arbre qu'on va dire il y a eu une graine. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On élimine tout le travail, le temps qui était nécessaire, le travail qui était nécessaire pour que de la graine se produise l'arbre. De la même façon avec le rêve. Il y a un rêve qui est rêvé, nous savons que nous tous nous rêvons, mais tant qu'on ne fait pas le travail d'interprétation, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'interprétation. D'accord? Donc s'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de désir inconscient. Donc c'est pour ça que la psychanalyse, c'est un instrument qui va nous permettre... Regardez, ça c'est très intéressant parce qu'on dit que la psychanalyse est un instrument qui va nous permettre de fabriquer un père au sujet qui dit ne pas avoir eu de père. Parce qu'évidemment, nous avons tous eu un papa, non? Si nous sommes là, c'est qu'il y a eu un spermatozoïde qui a été se promener pour que puisse être là. Mais c'est vrai qu'après, il y a des sujets qui n'ont pas terminé de construire ce qu'on appelle la fonction père. Parce que le père, qu'est-ce que c'est? Le père, c'est pas celui, c'est pas le monsieur. Le père, c'est une fonction dans notre appareil psychique. C'est un élément indispensable pour organiser, non? C'est pour mettre les limites, non? Parce qu'on dit que la fonction père, c'est celle qui vient mettre les limites. Donc c'est pour ça qu'en psychanalyse, on va dire qu'il est possible de construire un père là où il n'y en a pas eu. Où le sujet se présente en disant « Non, je suis même orphelin de père » et on va lui construire un père en psychanalyse. D'accord? Mais dans sa réalité psychique. Parce que père, il a eu. Inconnu, pas connu, il est parti. Père, il a eu. Vous avez dit que le rêve prémonitoire n'existe pas. Pourquoi vous parlez de préconscient? Le préconscient, non, Freud va nous présenter dans l'interprétation des rêves, il va nous présenter cette première topique qu'on appelle la première topique, c'est-à-dire la première présentation qu'il fait de cet appareil psychique, où il va nous le présenter en disant il y a un inconscient, un préconscient et une conscience. Et ce sont 3 systèmes. Et entre chaque système, il y a une censure qui empêche le passage de l'énergie. L'énergie va pouvoir passer, mais la représentation, non. On va le voir là maintenant. Donc, c'est-à-dire que la psychanalyse permet de transformer le passé. Vous vous rendez compte? De transformer le passé dans la réalité psychique. Mais notre conscience, elle est déterminée par notre réalité psychique. Donc, si je transforme ma réalité psychique, je transforme ma réalité consciente. Mais tout le monde ne veut pas les transformations. Ça, c'est notre difficulté première, c'est que face aux transformations, nous avons « Oh, non, je ne veux pas ». Donc, c'est un certain travail. C'est pour ça qu'une psychanalyse, ça prend un certain temps, parce que face à cette possibilité de transformation, le sujet, il dit on va y aller petit à petit, petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que la psychanalyse, ce n'est pas une théorie du traumatisme. Ce qui nous détermine, ce n'est pas le passé. Ce n'est pas ce qui nous est arrivé dans l'enfance. Ce qui nous détermine, c'est la prochaine phrase. C'est le prochain pas. Et ça, c'est une nouveauté que nous présente la psychanalyse. Non, quand on pense que c'est parce que ma maman m'a dit ça, que mon papa m'a dit ça. Ça, ce sont les préjugés que nous avons sur certaines mauvaises lectures de Freud, on va dire. D'accord? Mais ce qui nous détermine, c'est le futur. Nous sommes déterminés par le futur. Nous faisons, il y a des gens qui ne font rien parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ah,
Ce n'est pas parce que j'ai eu maman ou papa, non, non, c'est parce que je pense que dans le futur, ça ne va rien changer, par exemple. De l'intérieur vers l'extérieur, un brin bouddhiste. Mais c'est pas l'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur, Stéphanie. C'est une production. La réalité psychique, elle n'est pas intérieure, elle est quand je parle. Quand on écoute le patient, quand il parle, il y a la réalité extérieure et la réalité psychique en même temps. C'est pas les profondeurs. L'inconscient, il n'est pas dans la profondeur. L'inconscient, il est là. Un petit lapsus. Vous croyez que c'est intérieur, le lapsus? Le lapsus, il est là. Et l'interprétation produire la réalité psychique. La réalité psychique, l'appareil psychique n'a pas de localisation. L'appareil psychique, il n'existe que quand je parle, que si je parle. Et c'est vrai que l'être humain, il parle tout le temps. Non, parce qu'on va dire, il parle avec les gestes, avec ce qu'il fait, avec ce qu'il ne fait pas, il parle tout le temps. Mais je veux dire que c'est avec cette matière-là qu'on travaille. C'est avec cette matière-là qu'on produit l'appareil psychique. D'accord? Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Transformer, n'est-ce pas pour se reconstruire? Ou pour se construire? Ou pour se construire? Comment que reconstruire? Non, non, on dit que l'appareil, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien à refaire. Notre appareil, il fonctionne parfaitement, tous les éléments sont là. Dire quand il y a des obstacles, non, dans le développement, dans des inhibitions, etc., quand il y a des obstacles, en général, c'est simplement, on va dire, par un excès d'utilisation d'un certain mécanisme de notre appareil psychique. On l'utilise en excès. Alors, il produit toujours la même chose, non? Il produit les obsessions, il produit toujours la même chose, parce alors que notre appareil psychique, il a une richesse de possibilités pour utiliser de nombreux mécanismes. Sylvie dit, le passé est pourtant ce qui nous a construit. Mais qu'est-ce que c'est le passé, Sylvie? C'est ce que vous allez dire du passé, aujourd'hui. Le passé n'existe plus. Non, ça c'est notre difficulté à accepter que, premièrement, ces premiers textes de Freud, non, parce que ça c'est les premières théories de Freud, mais après Freud, à partir de l'interprétation des rêves, il y a le concept d'inconscient, et le passé, c'est ce que je vais dire. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de le transformer. Parce que c'est ce que je vais dire, ma vie ce n'est pas ce que je vis, ma vie c'est ce que je dis qu'elle est. Vous voyez pas que les politiciens, ils sont capables de faire ça? C'est plus important ce qu'ils disent que ce qu'ils font. Non. Et alors, je ne connais pas votre nom, le reconstruire une réalité psychique, mais non, il n'y a pas de. Il y a construction de la réalité psychique quand on va dire, je contacte un psychanalyste pour commencer ma propre psychanalyse. Là, il y a le début de la réalité psychique, parce que sinon, qu'est-ce que c'est? C'est comme, on voit qu'il y a une graine, mais l'arbre, la graine est là. Oui, effectivement, la graine est là. Mais tant qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien qui va pousser. Il n'y a rien. Non, comme le rêve. Tant qu'il n'est pas interprété, on ne peut pas savoir. Vous comprenez que c'est un travail qu'il est nécessaire de faire pour avoir quelque chose. Donc Freud, justement, dans les premiers textes de l'hystérie, il va nous parler du cas de... Alors, Pierre Clément, je vois ma grand-mère souvent dans mes rêves, pourtant je ne la connais pas. Quelle interprétation pouvez-vous faire? Donc, vous voyez, donc ça, il faut utiliser un psychanalyste. En plus, on va voir que pour interpréter un rêve, c'est pas le récit seulement du rêve. C'est tout ce qu'on va associer à côté. Tout ce à quoi, non, ça va être associé. Parce que Freud, il va nous montrer que quand on parle de mécanisme de condensation, il va nous dire le rêve, en général, tu vois, c'est comme celui de Pierre. Non, c'est « je vois ma grand-mère souvent dans mes rêves, pourtant je ne la connais pas ». Donc, vous voyez, c'est une phrase. Et il dit que pour fabriquer ce rêve-là, d'accord, c'est un tas d'idées qui ont participé pour la construction de ce rêve-là. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable, l'association libre du patient est indispensable pour pouvoir construire l'interprétation. Sinon, vous pensez que je suis un livre d'interprétation des rêves. Alors, quand il y a un vers dans votre rêve, ça veut dire ça. Quand il y a... Non. D'accord? Il y a les rêves typiques, effectivement, il y a les rêves typiques, non? Comme Annie qui apportait le rêve de voler, non? Ou c'est une réminiscence, donc effectivement, Freud, il va faire référence à ces rêves typiques. Mais, pour le reste, il n'y a pas la possibilité d'interpréter.
Et en plus, vous devez avoir votre psychanalyste à qui vous pourrez parler pour lui raconter vos histoires. Bon, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que le mercredi à 21 h, nous avons commencé mercredi dernier à 21 h un séminaire pour lire Sigmund Freud. Donc c'est un séminaire très intéressant où on va pouvoir aborder, participer. D'accord, c'est un séminaire très intéressant où on commence par des lectures justement de épistémologiques, c'est-à-dire voir quels sont les instruments que Freud a utilisés pour arriver à la production de l'interprétation des rêves. Donc on fait une sorte de construction de voir quels sont les instruments que Freud a utilisés pour fabriquer l'interprétation des rêves. On va voir des instruments pour nous permettre de mieux lire l'interprétation des rêves, de pouvoir découvrir réellement la nouveauté que Freud nous propose dans ce livre inaugural, non, qui inaugure la science psychanalytique. Donc c'est tous les mercredis à 21 h. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec moi pour participer donc à ce séminaire. Donc ça, c'est un séminaire payant. Vous pouvez avoir accès. Je veux dire que c'est une formation. Donc je ne peux pas rêver pourquoi je suis malade. Non, vous rêvez, mais vous ne vous en souvenez pas parce que ça ne vous intéresse pas beaucoup. Donc c'est tout, on oublie, ça n'intéresse pas. Un ado voit dans ses rêves souvent une grande araignée noire. Comment l'interpréter? C'est pareil, ça, il faut le laisser parler. D'accord? Une grande araignée noire, ça peut être... Si moi je l'interprète comme ça, je parle de ma propre araignée noire. Mais quand on dit araignée noire, pour chacun d'entre nous, ça correspond à quelque chose de différent, vous voyez bien. Pour vous, ça vous fait penser à une chose, l'autre, ça lui fait penser à autre chose, l'autre, ça lui fait penser à une chose. Il faut voir quoi il l'associe, cet adolescent. À quoi il associe cette araignée noire? Le laisser passer pour qu'il parle, et puis, bon, après, il faut réussir à avoir les instruments de la psychanalyse pour pouvoir l'interpréter. Non, que c'est pas facile. Non, que ça veut dire que le travail du psychanalyste pour écouter avec la théorie, pour écouter avec cet instrument si spécifique. Donc d'un côté, je vous invite à continuer donc cette participation ici gratuitement et cette participation ici gratuitement le mardi à 21 h. A priori, nous allons continuer à travailler et à présenter donc des textes de Freud ici dans cet espace, dans cette introduction à la psychanalyse. Et de l'autre côté, vous avez le séminaire de Sigmund Freud qui appartient à l'école de poésie psychanalyse Groupe Ocello pour initier une formation ou pour reprendre votre formation ou pour continuer votre formation. Je veux dire que lire Freud, c'est pour toute notre vie professionnelle où nous allons continuer à lire, parce que Freud, il est merveilleux dans le sens où à chaque nouvelle lecture, nous découvrons des choses. Ah, mais je n'avais pas vu, parce qu'à chaque fois, là, non, parce que vous devez penser, je lis un livre, non, je crois que c'est Gaston Bachelard qui en parlait dans la formation de l'esprit scientifique, où il fait référence, il dit, un livre devrait être lu minimum 3 fois. La première fois, parce que tout d'un coup, je découvre la nouveauté, la deuxième fois pour y voir plus clair, et la troisième fois pour voir si j'apprends quelque chose. Et après, continuer, je veux dire, parce que Freud, c'est une science, donc une science, ça se termine pas. C'est pas quelque chose où on dit, ça y est, j'ai terminé. Non, sinon que c'est quelque chose où c'est en constamment, et en plus, parce qu'on va dire que la psychanalyse, c'est quelque chose c'est la pratique, non? C'est la pratique qui va intervenir, non? Que vous voyez, on présente tout de suite, on voit les cas. Et qu'est-ce que je fais avec ça? C'est-à-dire que c'est quelque chose où la pratique est collée à la théorie. En médecine générale, pourquoi la réalité psychique n'est pas toujours explorée? Bon, on va dire que c'est jamais exploré en médecine générale, non? Qu'elle n'est pas considérée. D'accord? Donc ça, vous pourriez aller demander aux médecins pourquoi ils ne veulent pas considérer la réalité psychique, non? Mais on en a parlé dans l'autre vidéo de mardi dernier, donc l'autre vidéo que vous avez sur Facebook, où j'ai fait référence justement à cette résistance des sciences en général, non? De la médecine aussi, face à la psychanalyse, où il faudrait qu'ils remettent en compte beaucoup de leurs connaissances. Donc vous voyez, c'est difficile de changer, c'est difficile de modifier, d'accepter une nouvelle idée qui va nous transformer. C'est pas facile. Donc c'est pour ça que nous devons commencer ce travail, et puis ça fait partie d'un travail qui fait partie de notre vie.
Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Donc, n'hésitez pas à partager ce vidéo sur vos murs pour tout le monde, que tout le monde puisse avoir accès à cette psychanalyse accessible à tous, puisque c'est une psychanalyse accessible à tous. Donc, n'hésitez pas à la distribuer pour tout le monde. Donc, on continue pour mardi prochain à la même heure. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez prendre contact avec moi pour le séminaire demain, cette formation extraordinaire. Ok. Donc, Azaz, merci à vous. Alicia, merci. Bon, Alicia, j'imagine que ça doit être. Bonne soirée à vous. Stéphanie, au revoir. Nadège, bonsoir. C'est extra, oui, la psychanalyse, c'est extra. Merci Faïssa. Donc, bonne continuation, bonne semaine et à mardi prochain. Bonsoir Martine. Alors Walter, bonsoir et à la semaine prochaine. Ok. Allez, au revoir à tous, bonne semaine et à mardi. Au revoir. Lola dit, vos interventions sont précieuses et permettent de faire découvrir la psychanalyse au grand public. Moi qui viens de Paris 7, ça fait du bien, merci. Et oui, merci pour votre disponibilité. Nous partageons cette richesse freudienne. Exactement, Marie, la richesse freudienne. Muy bien. Merci. Allez, merci à vous. Bonne continuation et à la semaine prochaine. Au revoir.